Bonjour Fabrice. Salut Aurore. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on accueille Fabrice Florent. Pour commencer, je pense que ce serait pas mal que tu commences par te présenter à nos auditeurs, auditrices. Qui tu es, ce que tu as fait? Tu as fait plein de choses. J'ai fait plein de choses. Dans une première vie professionnelle, pendant 15 ans, j'ai dirigé un média web féministe. Je pense qu'on peut dire féministe. Je prends toujours ce mot avec plein de pincettes. Mais globalement, en tout cas, l'intention a toujours été d'être plutôt progressiste et féministe en termes d'idées. Et donc, qui s'appelle mademoiselle.com, que j'ai revendu il y a 2 ans maintenant, un peu plus de 2 ans, pour me consacrer entièrement à une activité de producteur de podcast, en fait. C'est un truc que j'ai toujours aimé faire, les interviews. Déjà à l'époque de Mademoiselle, j'ai fait énormément d'interviews d'artistes, de plein de gens. Le format podcast a émergé entre-temps très fort, et je trouve ça chouette d'avoir la possibilité de pouvoir discuter avec des gens. J'ai réussi à en faire une activité qui me ramène en plus de l'argent grâce aux sponsors, etc. Donc un peu le meilleur des deux mondes, une structure un peu plus légère que ce que j'avais aussi chez Mademoiselle, où pour le coup j'ai une équipe de 2-3 personnes qui sont en freelance ou en alternance, et ça me permet de pouvoir m'amuser, de pouvoir m'éclater après cette aventure qui m'a pris beaucoup de temps et d'énergie, en fait. Voilà. Donc là, à ce jour, tu as créé plusieurs podcasts sur des thèmes assez différents, et il y en a un notamment qui est Histoire d'argent, et c'est le biais par lequel on s'est rencontrés, donc peut-être qu'on peut commencer par là. Ouais. Qu'est-ce qui t'a poussé à créer Histoire d'argent? C'est pas anodin, je pense, aujourd'hui en France, de créer un podcast sur l'argent. Ça a été quoi l'élément déclencheur pour toi? Globalement, tous les podcasts que j'ai faits, je les ai créés pour aller, chercher des réponses, ou en tout cas aller me confronter un peu à d'autres gens qui se prennent la tête en fait avec les mêmes problèmes que moi. Quand mon premier podcast que j'ai créé, c'était en 2017 avec Histoire de Daron. Donc là vraiment j'avais un truc avec la paternité, que j'ai toujours d'ailleurs, que j'aurai toujours sans doute, et qui m'a permis de pouvoir écrire, en tout cas permettre à plein de gens de raconter leur histoire de Daron. Et à l'époque c'était vraiment le seul endroit où on pouvait entendre des pères parler de paternité. En fait, Histoire d'argent, c'était un peu pareil. J'ai quitté Mademoiselle, j'ai vendu la boîte. En même temps, en fait, je me suis aussi séparé de mon ex-femme, de ma femme avec qui j'étais depuis très très longtemps, depuis le lycée. Je me suis retrouvé vraiment face à ok, donc aujourd'hui je suis tout seul à gérer mon argent. J'ai de l'argent sur un compte en banque, pas mal d'argent. Qu'est-ce que j'en fais? Je vais recréer une activité de zéro, et donc potentiellement avoir peur de me prendre la tête avec la peur de manquer, etc. Et j'ai fait, en fait, vraiment, le point déclencheur, c'est un coaching que je me suis payé, en fait, après avoir vendu Mad, en me disant, ok, ça va me permettre un peu de pouvoir me relancer, voir un petit peu ce que j'ai envie de faire après. La coach, en fait, est vraiment, elle, centrée autour de l'activité professionnelle et de l'activité économique. Donc, elle veut vraiment faire en sorte que ses coachés gagnent de l'argent, etc. Et en fait, elle me pose une question hyper anodine du genre comment ça se passe ton rapport avec l'argent, c'est quoi le rapport de tes parents avec l'argent, etc. Je m'effondre. Ça a appuyé sur un point que j'avais pas vu venir. Je commence à pleurer. Elle m'a dit ok, il y a sans doute un truc à voir, on va réfléchir et tout à venir. Je termine l'heure de coaching, je raccroche et je me remets à pleurer pendant une grosse heure. Et en fait, je me rends compte qu'il y a vraiment qu'il y a sans doute un truc. Et en creusant un peu le sujet, je me rends compte qu'il y a plein de gens qui, en discutant un peu d'argent, en fait, avec mes amis, parce que j'avais jamais trop fait ça jusque-là, je me rends compte, en fait, qu'il y a plein de gens qui galèrent et qui rament dans leur rapport à l'argent et dans leur relation à l'argent. Et donc, je me suis dit, tiens, voilà un très bon sujet de podcast. Et globalement, dans l'histoire d'argent, on parle pas beaucoup de techniques, il y a pas beaucoup de conseils techniques, d'experts qui viennent parler de comment investir, d'où investir son argent, etc. Non, on va juste creuser la vie des gens dans leur rapport à l'argent. Et donc je fais ça depuis bientôt 1 an maintenant. J'ai découvert des trucs complètement fous, quoi. Vraiment. On projette sur l'argent. Alors j'ai projeté beaucoup de choses sur l'argent,
beaucoup de peur, etc. Mais j'ai rencontré des gens qui étaient là-haut, quoi. Vraiment. Qu'est-ce qu'on projette sur l'argent finalement? Mais plein de choses, à la fois le fait que on va peut-être, si on a de l'argent, on va accéder au bonheur, que si on n'en a pas ou que si on en manque, on va se retrouver sous un pont, donc là c'est plutôt des peurs. Alors que, et là pour le coup je vais citer, il y a un peu le parrain de ce podcast, parce qu'en fait j'ai découvert qu'il y a un mec qui s'occupe de la relation à l'argent et qui est coach dans la relation à l'argent, qui s'appelle Christian Junot. Et en creusant un petit peu le sujet, je me suis rendu compte que le gars faisait exactement ce que je voulais faire, mais lui depuis des années. Donc je lui ai demandé de l'interviewer en premier. Et lui, il raconte qu'en fait, à la base, on a créé l'argent juste pour échanger, on va dire, des biens ou des services contre de l'argent, quoi. Et que c'était vachement plus simple que le troc, finalement. Et qu'avec le temps, et avec la culture, et avec les générations, et avec les histoires, et avec les traumas qu'il peut y avoir, et qu'on se refile de génération en génération, on finit par projeter sur l'argent qui est à la base neutre, hein, qui veut strictement rien dire, on finit par projeter plein de choses, quoi. Mais aussi, on peut aussi projeter des inégalités. Moi, j'avais une grosse, dans ma tête, une grosse image de les gens qui ont de l'argent, c'est des salauds. Mais bon, j'ai un grand-père qui est communiste, qui était communiste encarté. J'ai un père fondamentalement de gauche et qui m'a répondu, et qui était comptable en fait dans sa boîte, et qui m'a répété toute sa vie, les patrons, c'est des sales cons, ils branlent rien, ils gagnent plein d'argent. Et quand je remets tout ça, quand je remets toute mon histoire bout à bout, je me dis j'ai quand même réussi à monter cette boîte et à faire en sorte de la faire grandir et de l'amener jusqu'à avoir 35 salariés, et rentable vraiment toutes les années de son exercice, en ayant ce boulet au pied, parce qu'en fait c'est vraiment des boulets que bien sûr mon grand-père a refilé à mon père, et que mon père m'a refilé. Ils ont fait de leur mieux, hein, je leur en veux même pas, mais c'est juste de cette base-là. Moi je me suis retrouvé avec vraiment, je me suis rendu compte qu'en fait j'avais un boulet que je traînais depuis des années et des années, qui m'a sans doute en plus complètement flingué mon expérience d'entrepreneur et de chef d'entreprise par rapport à mes peurs que j'avais sur l'argent. Je flippais sans arrêt en fait de pas pouvoir payer tout le monde. Enfin, c'était vraiment et je croyais que c'était que moi. Quand j'ai rencontré dans l'histoire d'argent des entrepreneurs qui étaient hyper à l'aise et hyper détendus dans leur rapport à l'argent, et qui le voyaient vraiment comme un truc finalement qui permet de pouvoir payer les gens, mais qui permet aussi de pouvoir se faire du plaisir, se faire des plaisirs, qui permet de pouvoir s'acheter des choses et de pouvoir rendre les gens heureux. Je me suis dit, waouh, tu t'es vraiment pas facilité la vie, quoi. Parce que du coup, ce boulet dont tu parles et que tu traînais, c'était quoi? C'était à la fois une peur de manquer, et Ouais. peut-être aussi en même temps une idée que gagner de l'argent, c'était pas bien. C'est pas bien, c'est Non, sale. c'est pas bien, ouais, bien sûr. C'est pas bien. En fait, ça va faire de toi forcément une personne horrible. Et quand on voit aussi dans les médias comment on fustige en France les personnes riches, souvent pour des bonnes raisons en plus, hein. On s'imagine souvent aussi que bah, moi, si j'avais de l'argent, j'en ferais des choses bien, mais en fait, c'est pas du tout aussi simple que ça. J'ai interviewé des gens qui sont très riches dans mon podcast et qui ont une peur de manquer incroyable, quoi. Là où il y a aussi des gens qui ont gagné beaucoup d'argent, qui l'ont cramé parce qu'en fait ça leur fait peur et qu'ils veulent s'en débarrasser le plus vite possible, ou alors qui ont refusé des héritages qui leur revenaient de droit, donc ils en voulaient surtout pas. Et enfin, il y a vraiment des choses qu'on fait dans notre rapport à l'argent qui sont assez fascinants et qui n'ont strictement rien à voir avec ce que c'est finalement que l'argent, qui est juste encore une fois un moyen d'échange. Et je trouve que c'est hyper intéressant de réfléchir, de penser notre rapport à l'argent, et de réfléchir à ce qui nous fait faire comme comportement, voilà, ce qu'on peut projeter dessus à un moment donné, qui nous fait modifier notre comportement d'une manière ou d'une autre. Et du coup, aujourd'hui, après 1 an d'enregistrement pour Histoire d'argent, est-ce que ton rapport à l'argent a changé, évolué? Est-ce que ça s'est apaisé? Alors ça s'est beaucoup apaisé. Après, j'ai pas du tout guéri ou réglé quoi que ce soit. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est que maintenant, quand j'ai des peurs qui remontent, là j'ai eu une dépense un peu imprévue que j'ai dû sortir en fait de mon compte en banque. Je me suis retrouvé avec mon compte courant avec assez peu d'argent dessus, et je me suis vu en fait tout de suite en train de commencer à flipper. Et plutôt que de flipper, de rentrer, de subir vraiment cette peur-là, je me suis dit non mais calme-toi 2 secondes,
regarde un petit peu ce que c'est en train de te faire faire, regarde les histoires que tu es en train de te raconter, parce qu'en fait, ça n'est que ça n'est que des histoires qu'on se raconte et qu'on se raconte en tête, à tue-tête en plus, qui peuvent finir par vraiment te flinguer la vie, en fait. Alors que, à l'opposé, si tu essaies de t'ouvrir, et je me rends compte en fait de ça, c'est si tu essaies de t'ouvrir, d'ouvrir ton rapport à l'argent et d'essayer de le soigner, et d'essayer d'arrêter d'y mettre un truc démoniaque ou abominable dessus, assez étonnamment en fait il va venir plus simplement. Voilà. Et peut-être que tu prends des meilleures décisions aussi parce qu'elles sont pas dictées par des peurs. Exactement. Et par exemple, ce que j'ai fait un truc fou, c'est que je me suis rendu compte que j'avais la possibilité de pouvoir bien sûr de choisir les prix de ma publicité sur mes podcasts par exemple, et c'est fou parce que ma coach donc à l'époque m'a fait faire un travail où elle m'a dit en fait j'aimerais que tu doubles ta publicité, n'est pas assez chère, j'aimerais que tu la doubles. Ça a été mais horrible à faire, vraiment. Je me suis dit non mais jamais les gens paieront ça, et en fait tu te rends compte que tu es en train de les arnaquer, etc., etc. Bref, il y a plein de choses que j'ai projetées sur le fait de doubler ces prix. Et en fait, je me suis rendu compte que, effectivement, j'étais bien en dessous de ce qui pouvait se faire sur le marché et que j'étais moi-même en train de me sous-estimer. Et je me suis aussi rendu compte que ça avait rapport, et ça, c'est un truc que je vois dans plein de podcasts avec plein d'invités dans l'histoire d'argent, c'est que, globalement, on projette aussi sur l'argent une forme d'estime de soi. Argent égale travail égale combien je vaux, qu'est-ce que je vaux. Exactement. Et voire même, oui, c'est combien je vaux, qu'est-ce que je vaux. Et en fait, quand t'es freelance comme je le suis et que t'as la possibilité de pouvoir te choisir tes prix ou de les fixer, et ben tu vas avoir tendance à les baisser si t'as un rapport qui est compliqué à l'argent. Ou de la même façon, quand si t'es salarié et que tu es dans une négo, de pas forcément aller chercher à renégocier régulièrement, parce qu'en fait, tu fais du bon travail, et qu'en fait, un bon travail, peut-être que ça te permet de pouvoir gagner de l'argent, mais moi, je suis resté, par exemple, salarié avant de monter Mademoiselle pendant 7 ans, j'ai pas demandé une seule fois d'augmentation pendant 7 ans. C'est long. Ouais, c'était long. C'est très long. Ouais. Maintenant qu'on parle de ça, il y a une question un sujet que j'ai très envie d'aborder avec toi, parce que je pense que ton point de vue va être intéressant sur le sujet. C'est le rapport des femmes à l'argent. Ouais. Donc j'ai vu que dans tes invités d'Histoire d'argent, tu as globalement de la parité, tu as peut-être même un peu plus de femmes, je sais pas exactement. Je t'avoue que c'est marrant parce qu'il y a plein de podcasts, enfin tous mes podcasts, j'essaie de faire attention à ça. Mais pas là. Mais là-dessus, en fait, je me dis juste, je fais plus attention à la disparité des salaires et des revenus. D'accord, bah oui, ça fait sens aussi. Exactement. Mais en tout cas, moi, de mon regard extérieur, j'ai l'impression que tu as globalement de la parité sur tes invités. Qu'est-ce que tu constates? Est-ce que tu constates une différence sur le rapport à l'argent des femmes et des hommes? Et à ton avis, si on a une, à quoi est-ce que ça peut être dû? Alors écoute, je sais que il y a tout un pan actuellement de la littérature, il y a des coachs en rapport avec l'argent, les femmes et l'argent, etc. Et je suis d'accord avec ça. Il faut vraiment payer. On revient toujours à la valeur et à l'estime de soi. Donc bien sûr, il faut faire ce travail-là. Maintenant, c'est pas parce que en fait t'es un mec que t'as un rapport tout à fait détendu avec l'argent et que t'as un rapport sain à l'argent. Peut-être que tu vas venir y mettre des choses très qui ont rapport peut-être avec une forme de confiance en soi que peut-être même t'as pas en fait, que juste que t'es en train de fake, hein, tu vois, tout simplement. Les mecs ont un rapport bien pété à l'argent aussi, hein, globalement. Différemment, du coup, pas forcément. Non, pas forcément en fait. Pas forcément, parce que pour moi, la peur de manquer, en fait, elle vient aussi et avant tout de ton éducation. Et globalement, ce que je vois, c'est qu'elle est plutôt pas si genrée que ça. Et à mon étonnement d'ailleurs, c'est que, comme je te disais tout à l'heure, il y a des gens qui peuvent avoir beaucoup d'argent, être des hommes de 45 ans et être très sûrs d'eux, etc. Et d'avoir un rapport complètement flinguer à l'argent ou d'avoir peur de gagner de l'argent alors qu'en fait ils sont très riches et ça les tire vers le bas et ça leur pourrit un peu la vie. Ceci dit, encore une fois, c'est pas parce que je dis ça qu'il faut pas travailler sur le rapport sur les femmes et leur rapport à l'argent, parce que effectivement ça il y a des vrais sujets qui sont fous, notamment en termes
de rapport au patrimoine, etc., où souvent les femmes ont tendance dans les couples, ont tendance à payer les courses et le tout venant avec leur salaire à eux. Enfin, c'est des trucs qui existent et qui se font, quoi. Le mec va plutôt lui payer l'appartement, si bien que le jour où ils se séparent, en fait, la nana se retrouve avec plus rien du tout, alors que le gars, il a récupéré l'intégralité de l'argent de l'appartement. Faut bien sûr faire attention à ça, mais globalement, moi, ce que je vois, c'est que c'est aussi et avant tout un problème d'éducation et un problème aussi de classe sociale. Pas juste que de genre. Alors certes, je crois que les femmes pauvres sont encore moins bien loties que les mecs pauvres, mais je crois que vraiment c'est juste un problème d'éducation, quoi. C'est quoi un rapport sain à l'argent? Pour moi, avoir un rapport sain à l'argent, c'est déjà se rendre compte de ce que ça nous fait faire. C'est ne pas avoir peur de manquer, c'est d'être capable de comprendre en fait que c'est juste un truc neutre, de voir aussi que ça permet de pouvoir faire des choses bien avec, de pouvoir partager, que ce soit des choses bien par rapport à la société, ou que ce soit des choses bien par rapport à je sais pas, la famille, des amis, par rapport à soi aussi, et d'avoir un rapport qui soit avant tout, je crois, dans la capacité à partager, dans la capacité à pouvoir se regarder faire, d'être ni trop généreux, ni trop radin. J'aime bien parce que Christian Junot, dont je parlais tout à l'heure, a une image hyper intéressante par rapport à la radinerie, où lui, il voit ça plutôt comme une question de bras ouverts ou de bras fermés, c'est-à-dire qu'en fait, il y a plein de degrés en fait pour ouvrir ou pour fermer, pour être très généreux ou à un moment donné pour être radin en fait, et de se dire non, moi en fait j'ai pas envie de payer en fonction des situations, en fonction des endroits où tu te trouves, en fonction des gens avec qui tu te trouves. Et encore une fois, c'est toujours un truc qu'on vient projeter sur soi. Moi, il y a des moments où je suis très généreux, il y a d'autres moments où je suis plus radin en fonction des gens avec qui je suis. Et je trouve ça plutôt sain finalement. En tout cas, je fais en sorte de pas me juger quand je décide de payer ou d'offrir ou de pas offrir, tu vois, des trucs, quoi. Mais c'est dur, hein. C'est très très dur. T'as dit quelque chose d'hyper intéressant par rapport à l'éducation, à l'importance de l'éducation dans le rapport à l'argent qu'on développe plus tard en tant qu'adulte. Est-ce que t'as une idée de comment on développe un rapport sain à l'argent chez un enfant qu'on élève? Ça c'est très compliqué. J'ai moi-même 2 ados là qui ont 14 et 16 ans, qui ont un rapport complètement différent à l'argent, alors qu'elles ont été élevées dans la même famille, avec les mêmes revenus, avec globalement le même accès au même argent. Et il y en a une, l'argent lui brûle les doigts, et l'autre, elle a tendance à tout mettre de côté, quitte à pas se faire plaisir. Et en fait, c'est très intéressant de voir comme avec leur mère, on essaie petit à petit de leur montrer les limites de leur fonctionnement. Donc pour la plus jeune qui a tendance à faire l'écureuil et avoir plein d'argent sur son compte en banque, on lui dit qu'en fait c'est cool de temps en temps quand elle a envie d'une fringue ou d'un truc comme ça, de se l'acheter avec son argent, et en fait voire même tu vois de tirer de l'argent, parce qu'aujourd'hui elles ont des cartes bleues, elles ont des comptes qui sont complètement digitalisés. Et moi, je les incite à tirer de l'argent quand elles vont acheter des trucs pour payer en billets, quoi, tu vois, d'avoir un peu cette sensation qu'on n'a plus beaucoup aujourd'hui finalement, parce qu'on paye beaucoup en digital et en carte bleue. Moi, le premier, j'ai quasiment jamais de monnaie sur moi, et je me rends compte à quel point ça ne m'aide pas en fait dans mon rapport dans la gestion de l'argent. Donc régulièrement, je vais tirer du cash, tu vois. Et c'est un peu ce qu'on essaie de faire. Donc ma première fille qui a tendance à tout cramer. Je sais pas pourquoi, elle a besoin d'acheter plein de choses. On essaie aussi de lui expliquer que parfois son besoin d'acheter des trucs de façon un peu compulsive, c'est peut-être aussi pour combler un manque ou combler un truc émotionnel chez elle, ou elle peut peut-être aller le chercher ailleurs. Par exemple, elles ont découvert Vinted, elles achètent leurs fringues sur Vinted, donc bien sûr elles font des bonnes affaires. En fait, plutôt que d'acheter une fringue à 3 € et de se dire c'est cool, en fait j'ai acheté une fringue à 3 € plutôt que d'acheter une fringue à 20, elle préfère se dire, en tout cas ma première, préfère se dire ok, en fait ça me permet de pouvoir en acheter 7 à 3 € plutôt qu'une à 20. Elle a fait le compte, elle avait 22 jeans, tu vois. Est-ce que t'as vraiment besoin d'avoir 22 jeans? Ça me fait plaisir les jeans. Ok, ça te fait plaisir, mais en fait jusqu'à quel point c'est très compliqué à faire. Et je t'avoue que pour moi aussi développer un rapport sain à l'argent pour tes enfants, c'est aussi assez rapidement de leur donner un peu d'argent de poche et de leur donner
et de leur donner un cadre en fait, de leur donner une limite, c'est-à-dire cet argent de pote, il te sert à te payer, je sais pas, tes sorties, et à côté de ça, bah, moi je vais continuer à te payer les fringues dans une limite d'autant, et en fait si tu t'en veux plus, et bah, à ce moment-là, bah, là tu payes avec ton argent à toi, et puis petit à petit aussi les inciter à aller bosser, quoi. Tu vois, par exemple, là, ma fille aînée s'est mise au babysitting, et en fait elle est contente, parce que tu vois, elle va passer une soirée, et en fait elle revient avec 20 ou 30 euros, elle est contente parce qu'en fait elle a gagné ses 20 ou 30 euros, elle se dit ok, où est-ce que je vais les investir? C'est vraiment super compliqué, quoi. Mais c'est pas du tout simple. Bon, de toute façon, faire des enfants c'est pas simple. Les élever non plus probablement. Mais il faut soi-même en tant que parent avoir déjà fait ce travail-là sur soi pour réussir à le faire avec ses propres enfants, parce que pour moi c'est ça le vrai enjeu. C'est de la même façon, quand t'es parent, tu vas faire en sorte de pas refiler, ou en tout cas refiler le moins possible tes traumas et tes névroses à tes mômes. Bah, sur l'argent il y a aussi un sujet, quoi. Oui, faut apprendre sa valeur et puis pour apprendre à bien s'en servir en fait. Hein. Exactement, toujours pareil. Est-ce que je peux te demander comment toi est-ce que tu gères ton argent? Qu'est-ce que t'en fais? Est-ce que t'as un écureuil? Est-ce que tu investis? Est-ce que l'argent coule du doigt? Enfin, qu'est-ce que tu fais de l'argent que tu as aujourd'hui? J'ai pas besoin de beaucoup d'argent pour vivre, en fait. Je dépense pas beaucoup d'argent globalement. En fait, j'ai déjà la chance de vivre dans un appartement cool à Paris qui me coûte, tu vois, j'ai déjà 2000 € de loyer, tu vois. Donc j'ai pas acheté l'appart dans lequel je vis, parce que j'ai pas gagné assez d'argent avec Mademoiselle globalement pour pouvoir m'acheter un appartement dans Paris. Mais en fait, cet argent-là, je l'ai placé et je l'ai filé à un gestionnaire en fait de patrimoine, tu vois. Qui m'a demandé un petit peu où est-ce que je voulais le placer, etc. Enfin, on a mis en place un portefeuille, il m'a demandé quelle était mon envie de risque ou pas, etc. C'était assez intéressant comme sujet. Mais après, globalement, je dépense pas beaucoup d'argent, tu vois, et c'était une grande blague parce que j'ai fait moi-même un épisode d'Histoire d'argent dans lequel j'ai été interviewé par un de mes amis, et en gros, c'est vachement triste parce que je me suis pas... Tu vois, alors je me suis payé ce coaching, pour moi, qui était cher, hein, qui coûtait environ 6-7 000 €, tu vois. Donc déjà, je me suis dit, ok, ça c'est un cadeau que tu te fais. Et globalement, je me suis rien acheté, tu vois. Je me suis offert une télé, en fait, mais bon, une télé à 1200-1300 balles. Et je me suis rendu compte, en fait, que j'utilisais pas beaucoup mon argent pour me faire plaisir, mais globalement, j'ai pas... Enfin, le peu que je dépense, ça me fait vachement plaisir. Je n'ai pas l'impression de me manquer, tu vois. Donc, sans doute là, au printemps, je vais m'organiser un voyage à New York, mais c'est la première fois que je voyage depuis des années, quoi, depuis le Covid, hein, globalement. Mais bon, voilà, quoi, tu vois, j'ai pas besoin de claquer beaucoup pour me sentir heureux, quoi. Tu ne te fais pas énormément de cadeaux, mais tu ressens pas le besoin d'avoir plus de cadeaux? Non. Enfin, franchement, j'ai déjà tout ce dont j'ai besoin, je considère, quoi, tu vois. Et globalement, en plus, je vis dans un appart, c'est marrant parce que je vis dans un appart meublé qui est plutôt super bien décoré, donc tu vois, j'ai pas la sensation j'ai la sensation d'être un peu chez moi et d'être bien. Il n'y a pas grand chose qui m'appartient et je suis assez à l'aise avec le fait qu'il n'y ait pas grand chose qui m'appartienne finalement. Et j'essaie de faire en sorte d'avoir le moins de choses qui m'encombrent en fait possible dans la vie. Alors j'aime bien la logique de Marie Kondo, tu vois, de se dire ok, t'as ce truc-là, est-ce que ça te fait plaisir ou pas? Est-ce que t'es bien avec ou pas? Et si à un moment donné ça m'intéresse plus, ça me fait plus plaisir, bah, je vais le donner ou alors je vais le revendre. Je préfère le faire circuler, tu vois, que de garder des choses chez moi et d'empiler, quoi. Je suis pas trop comme ça, quoi. C'est très bien comme lecture, Marie Kondo. C'est vraiment une bonne référence. C'est un peu dans ce truc, tu vois, de prendre conscience un petit peu des choses qui nous entourent et globalement d'avoir un peu le même rapport à l'argent aussi, quoi. Tu vois, ok, en fait, quand j'ai envie d'acheter, est-ce que j'ai envie d'acheter ça? Est-ce que ce truc, ça me fait plaisir ou pas? Est-ce que ça va me remplir de joie? Alors juste, je suis en train de remplir un trou émotionnel que j'aurais besoin de à tout prix remplir parce que peut-être je pourrais y mettre de l'amour de soi à la place, quoi. Je sais pas, ou de l'amour de quelqu'un d'autre, je sais pas. En fait, ça apprend à avoir un rapport sain aux choses. Exactement. Y compris l'argent. C'est ça que j'aime beaucoup Marie Kondo. Alors on est quand même chez Goodvest, et du coup je vais revenir sur tes investissements, parce que du coup tu as fait appel à un conseiller en gestion de patrimoine. Est-ce que tu connais à peu près ta stratégie aujourd'hui? Pas du tout. Non, c'est quelque chose que tu vois de loin. Exactement, je m'en suis pas mêlé. En fait, c'est ça qui est très intéressant, c'est que je me suis fait recommander cette boîte par un ami.
tu vois, c'est quelqu'un avec qui on a des valeurs communes, etc. Donc je me dis, bon, ils vont pas faire n'importe quoi de mon argent. J'ai eu globalement un très bon accueil, un très bon rapport avec la personne qui s'occupe de moi, qui s'occupe de mon argent, en tout cas. Et en fait, j'ai décidé de pas regarder, tu vois, parce que par exemple, je sais que là, avec la baisse des marchés, etc., bah, globalement, ma mise a perdu de l'argent depuis le début de l'année. Mais je vois ça comme un truc très long terme. Et globalement, j'ai vu aussi, parce que j'ai interviewé, tu vois, notamment j'ai interviewé ce mec qui s'appelle Balthazar, qui avait des BSPCE, tu sais, qui avait des stock options pour sa boîte, et qui devenait fou, en fait, tu vois, regarder en permanence toute la journée, le cours de l'action monter, baisser, et en fait, qui savait pas trop, bah, du jour au lendemain, il pouvait éventuellement gagner 10 000 euros, le jour d'après perdre 10 000 euros, et en fait, il avait un peu la sensation d'être au casino sans arrêt. Et tu vois, typiquement, je veux pas enfin, tu vois, pour moi, sais pas que je veux le mettre loin, en fait, c'est juste, je considère que cet argent-là, c'est de l'argent que j'ai gagné, dont j'ai pas besoin aujourd'hui, peut-être un jour j'en aurai besoin. Je sais qu'il est disponible plus ou moins, à plus ou moins moyen terme, tu vois, pour moi. Bah, il est là, et en fait, je sais qu'il est là, et je me dis juste, bah, quoi qu'il arrive, en fait, là, effectivement, j'ai perdu un peu, enfin, voilà, ça a perdu en valeur. Je me dis, bah, en fait, ça va remonter, en fait, quoi qu'il arrive, et puis peut-être que ça va pas remonter, et à ce moment-là, bah, c'est pas très grave, en fait, à un moment donné, l'argent que j'aurais perdu, si un jour je sors et que je perds, je dis que c'est pas très grave. Pour moi, l'important, c'est aussi, et ça, c'est un vrai truc que j'ai appris avec le temps, c'est que je veux faire en sorte d'y passer le moins de temps possible, parce que, en fait, ce temps-là, je peux pas le récupérer, quoi. À la fin, on meurt. C'est vrai. On meurt. Je préfère consacrer mon temps à vivre, en fait, tout simplement. Il y a une phrase que Mathieu, notre directeur des clients privés, que tu n'as pas encore eu l'occasion de rencontrer, je pense, dit souvent. En fait, il demande, mais est-ce que vous regardez le prix, enfin la valeur de votre maison tous les jours? La réponse est non, en général, on ne fait pas ça. Et c'est la même chose avec l'argent qu'on investit, en fait. Ça ne sert à rien d'aller regarder tout le matin. Et effectivement, tu as raison, en général, à long terme, ça se passe bien. Bah oui, globalement. Et puis si ça se passe pas bien, bah, c'est pas grave. C'est que de l'argent, finalement. Non, mais c'est vrai. J'ai pas mal évolué. Mais c'est ce que j'étais en train de me dire, ça ressemble beaucoup à une phrase que dirait quelqu'un qui a un rapport plutôt sain à l'argent. Écoute, merci. Je le prends comme... Waouh. C'est un compliment. Toi, je te parlais tout à l'heure d'éducation. J'ai eu Navo qui est le co-auteur de Kian Kojandi et le co-créateur de Bref. Navo vient d'un milieu très modeste, en cité, tu vois, en banlieue parisienne, et il s'est retrouvé avec d'un seul beaucoup d'argent. Et globalement, je sais qu'il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent comme ça en un temps assez court, qui peuvent faire à peu près n'importe quoi avec cet argent-là quand t'as pas l'habitude. Et en fait, Navo racontait que l'un des premiers trucs que son pote lui a appris, c'est que en fait il faut que tu achètes ton appart. Et tu vois, il disait bah voilà, j'ai un pote riche, il m'a appris en fait si t'as un peu d'argent, achète-toi un appart, c'est vraiment la meilleure façon d'investir, tu vois. Et lui disait que ça fait voilà typiquement le genre de truc qu'on t'apprend pas en fait quand t'es pauvre et qu'on t'apprend quand t'as grandi dans une famille qui en tout cas a eu la possibilité, pas forcément riche, mais qui a en tout cas eu la possibilité d'accéder assez rapidement à la propriété. Mais quand t'as grandi dans une famille où bah, jamais de leur vie tes parents ont pu être propriétaires, c'est pas un truc que tu sais en fait. Donc tu vas forcément reproduire, tu vas forcément louer. Et lui disait bah en fait quand tu loues, ce que tu sais pas quand t'es pauvre, c'est qu'en fait t'es en train de rembourser le prêt de quelqu'un d'autre, alors qu'en fait tu pourrais tout simplement être en train de rembourser ton prêt à toi, quoi. Et tu vois, c'est en ça que je disais tout à l'heure, pour moi c'est vraiment une question d'éducation et d'accès à cette éducation-là et à ta classe sociale en fait, d'où tu viens, plutôt que juste des histoires de genre, quoi. J'ai une dernière question pour toi, parce que ici dans Monétique, en fait, on fait venir des invités qui font bouger les lignes de plein de manières différentes. Et quand on s'est rencontrés, je me suis dit, il faut que Fab ils viennent parler à Monétique. Est-ce qu'aujourd'hui tu as des retours, des personnes qui écoutent Histoire d'argent? Qu'est-ce que ça change pour les gens qui écoutent tes podcasts? Est-ce que tu sais ce que ça change pour ces personnes-là? Et c'est fou d'ailleurs, parce que l'une des spécificités du podcast, c'est qu'il n'y a pas de commentaires sur les vidéos. Enfin, c'est pas comme une vidéo YouTube, quoi. Tu vois, la vidéo YouTube,
il y a une culture en fait du commentaire, il y a une culture de venir dire ce qu'on a pensé de la vidéo, etc., etc. Sur le podcast, c'est pas aussi simple que ça. Il y a effectivement des espaces commentaires, mais c'est pas des espaces interactifs. Tu vois, tu peux aller sur Apple Podcast, mettre un commentaire. Et les commentaires d'Histoire d'argent sont géniaux, mais tu peux pas, toi, par exemple, en tant que créateur, répondre à ce commentaire-là. Donc c'est plutôt pas trop bien fait. Et moi, je mesure le succès, en tout cas, d'un podcast au nombre de messages spontanés que je reçois. Parce qu'en fait, globalement, les gens vont écouter. S'ils sont vraiment touchés d'une manière ou d'une autre, bah, ils vont chercher mon tag sur Instagram pour venir m'envoyer un message, mon compte, etc. Et j'ai reçu un nombre de messages complètement hallucinants sur l'histoire d'argent, et surtout de voir à quel point, comme tu disais, c'est un sujet tabou, et en fait on n'en parle pas, et il n'y a pas beaucoup de podcasts, alors il commence à y en avoir là, mais globalement, il y avait des podcasts, si je ne me trompe pas jusque-là, plutôt d'éducation à l'argent, et plutôt technique, etc. Mais des podcasts qui viennent raconter les histoires des gens dans leur rapport à l'argent, il n'y en avait pas. Et en fait, j'ai vraiment l'impression que ça a ouvert la tête de plein de gens, le travail que je peux faire et qu'on fait avec mes invités. Donc ouais, les commentaires sont très très positifs, et en fait, quoi qu'il arrive, c'est ça qui est marrant dans l'histoire d'argent, c'est que les gens viennent souvent raconter leur propre histoire, et c'est pareil pour tous mes autres podcasts, hein. Les gens viennent raconter leur propre histoire, et t'as l'impression qu'en fait c'est vraiment un truc qui t'appartient à toi, qui est très personnel. En fait, c'est jamais le cas. C'est plus tu vas vers le personnel, plus tu vas toucher à l'universel. En fait, c'est vraiment un truc que j'ai appris avec le temps. C'est que plus tu vas aller raconter une histoire hyper intime, plus tu vas te rendre compte en fait que globalement il y a plein de gens qui le vivent. Mais comme c'est très intime, tu te dis qu'il y a que toi qui le vis. Mais en fait non, pas du tout. Il y a plein d'autres gens qui le vivent. Pour moi, c'est aussi à ça que servent les podcasts, c'est que tu vois, on prend le temps pendant 1 heure de raconter le rapport des gens à l'argent justement, et en fait ça laisse le temps de mettre de côté les a priori qu'on peut avoir sur que ce soit par exemple, je te dis, j'ai reçu des gens très riches, et en fait c'est trop intéressant, et moi c'est la première fois que j'entendais quelqu'un de très très riche, à millions, qui est riche à millions, venir me dire, mais en fait j'ai peur de prendre une chambre d'hôtel à 300 € quoi. Et ça, pour moi, tu vois, ça fait partie des trucs qui permettent le podcast, c'est tout simplement d'ouvrir la parole et de permettre aux gens de rentrer vraiment dans ce qui se passe dans la tête des gens un peu plus profondément, quoi. En tout cas, c'est super. Longue vie si la histoire d'argent, et longue vie à tes autres podcasts. C'est adorable. Merci à toi, en tout cas, pour ton invitation. On arrive à la fin de l'épisode. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je pense que cet épisode a intéressé beaucoup. Trop bien. Et puis, du coup, chez Goodfest, on va continuer à suivre de près des aventures.